Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement qui s'est passé début janvier et qui concerne la visite du nouveau président philippin, Ferdinand Marcos Jr. en Chine. Cette visite qui s'est déroulée entre le 3 et le 5 janvier, donc 2023, est intéressante et on va ici prolonger certaines analyses que nous avions effectuées sur les relations entre les Philippines et la Chine dans un des podcasts précédents. Cette visite était importante pour le président Marcos pour contrebalancer une politique étrangère qui, pour l'instant, semblait résolument prendre le contre-pied des années de Rodrigo Duterte et s'aligner plus forcément sur les États-Unis, renforcer un partenariat avec les États-Unis qui avait été un peu distendu ou même menacé par le président Rodrigo Duterte qui avait notamment souvent agité la menace d'une suspension des accords militaires avec les États-Unis, en fait, pour faire un peu monter les enchères et pour recevoir des aides militaires importantes, tout en, d'une certaine manière, proclamant son attachement aux relations avec Pékin, alors même qu'au niveau de la population, on va y revenir, les Philippins ont une vision en fait de la Chine qui est beaucoup plus mitigée, on peut même dire assez négative, et une vision de partenariat avec les États-Unis plutôt positive. Donc c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard dans cette émission. Donc quand le président Marcos s'est rendu en Chine, il s'est rendu en Chine après donc la visite notamment de la vice-présidente Camara aux Philippines, et qui était survenue en début décembre, et il s'est engagé par là à essayer de contrebalancer ce tropisme américain en replaçant un peu de Chine, si l'on peut dire, dans la balance. Donc cette visite a été suivie de 14 accords qui lient de nouveau les Philippines et la Chine à travers tout un certain nombre de domaines de coopération. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour certains experts de la politique philippine et de ses relations internationales, en réalité, beaucoup de ces accords sont plutôt des continuations ou des ressuscités de quelque chose qui était déjà dans les cartons depuis plusieurs années, depuis dans les autres administrations précédentes. Donc ces 14 accords portent sur des domaines variés. Donc il y a un Memorandum of Understanding sur Belt and Road, sur donc la route de la soie. Donc surtout quelque chose qui est important, c'est l'établissement d'un mécanisme de communication sur les affaires maritimes, parce que c'est là évidemment la clé du problème. Je vais y revenir un peu. On commençait, comme vous savez, pour écouter ces émissions, la Chine prétend que un certain nombre de structures, de récifs qui se trouvent en partie dans la zone économique exclusive des Philippines appartiennent à la Chine, et il y a souvent des frictions entre les pêcheurs philippins et les pêcheurs qui sont une forme aussi de milice, parce que c'est une forme de zone grise, comme on dit, de guerre un peu hybride, entre, on va dire, des pêcheurs chinois qui, en fait, massivement, qui sont souvent aussi soutenus en arrière-fond par une présence discrètement plus terre. Et donc, il y a des achoppements nombreux, et sans parler évidemment du fait que, comme on le sait, il y a eu un conflit entre la Chine et la Philippine. L'ancien président philippin avait porté le conflit maritime au tribunal de La Haye, qui avait tranché en faveur des Philippines, déclarant les prétentions historiques de la Chine sur la totalité de la mer de Chine illégales, et donc d'une certaine manière renforçant le poids des arguments des Philippines au niveau du droit international. Mais la Chine s'est assis sur ce droit international en voulant privilégier
d'une certaine manière, d'un côté la force et en même temps les relations bilatérales avec différentes administrations. L'aspect maritime est très important, je vais y revenir aussi. Ensuite, il y a d'autres MOU sur le commerce électronique, sur l'information, sur l'agriculture, sur la coopération en termes de tourisme, sur des choses extrêmement précises, par exemple les réglementations phytosanitaires pour l'exportation de certains fruits. Donc on voit en fait qu'il ne s'agit pas non plus de quelque chose qui est extrêmement révolutionnaire ou qui manifeste forcément un nouveau attachement profond de la Chine avec les Philippines ou des Philippines envers la Chine, d'autant que le problème central reste celui, évidemment, des problèmes militaires, des problèmes maritimes, et à ce moment-là, même si à ce niveau-là, même si il a été suggéré par les deux présidents qu'il y aurait des discours, des rencontres, un débat de haut niveau à ces questions, au sujet de ces questions maritimes. Pour l'instant, ce débat de haut niveau sur les questions maritimes n'ont rien donné. Et c'est d'ailleurs pourquoi, selon un sondage très récent, 50% des Philippins pensent que l'administration Marcos doit privilégier le renforcement des capacités militaires du pays, et qu'elle doit faire des 29% qui pensent qu'elle doit faire des patrouilles, des exercices militaires conjoints. Et ce qui est aussi intéressant dans ce sondage, c'est que 84% des Philippins pensent que les Philippines doivent travailler en tandem avec les États-Unis et seulement 20% avec la Chine. Donc on voit qu'au niveau populaire, il y a une confiance très importante des Philippins à l'égard des États-Unis, mais aussi du Japon. C'est-à-dire que le Japon, travailler avec le Japon est deux fois plus important, à 52% pour les Philippins que travailler avec la Chine, à 20% seulement. Et 53% des Philippins pensent que la protection des ressources maritimes doit être une priorité. Et celle-ci, évidemment, ne peut venir que, d'une certaine manière, non pas en conflit, mais en tout cas en contestation, plus ou moins ouverte, plus ou moins directe, plus ou moins transparente, en tout cas avec Pékin, puisque Pékin, comme on l'a dit, cherche à privilégier une approche un peu frontale, un peu directe, potentiellement militaire, pour accaparer les ressources dont certaines sont donc dans la zone économique exclusive des Philippines. Si donc il est vrai que le président philippin, donc Marcos Junior, veut une politique internationale indépendante, des relations internationales indépendantes, en réalité cette indépendance est très difficile à établir puisque il s'agit plutôt d'une double dépendance que véritablement d'une indépendance. Est-ce qu'une double indépendance renforce l'indépendance? Comment tirer d'une double dépendance une forme de dépendance? C'est évidemment le problème de la plupart de ces pays d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est. Et ce que aussi les observateurs notent, c'est le besoin de transparence, c'est-à-dire qu'il y a des accords, mais ensuite on ne sait pas exactement ce que ces accords comportent. Et par exemple, un certain nombre d'observateurs philippins ont mis en avant l'exemple du barrage qui avait été construit par la Chine sur des rivières aux Philippines, et qui en fait comportait comme une de ces clauses qui ne pouvait être occupée, sur lequel ne pouvaient travailler que des Chinois à l'exclusion des Philippins. Cela avait été extrêmement mal vu. Donc évidemment ici, Marcos est dans une position extrêmement difficile, et cette position difficile, elle illustre encore une fois la difficulté de l'ensemble des pays de l'ASEAN, surtout quand ils veulent avoir une politique au niveau national qui n'est pas forcément celle d'une junte militaire ou d'un gouvernement autoritaire, à savoir d'un côté un besoin de la Chine au niveau économique et de l'autre un besoin des États-Unis au niveau militaire. Et donc comment faire face à cette double contrainte? C'est évidemment toute la question. Une des manières potentielles d'arriver en fait à gérer la crise au niveau géopolitique tout en essayant d'avoir des retombées au niveau économique, c'est d'essayer de créer des partenariats d'exploitation de certaines ressources qui se trouvent dans la zone économique exclusive des Philippines. Mais évidemment, le problème, c'est que le partenariat se fasse sur une base égale, alors même que
les puissances et les pays en question ne sont pas égaux, puisque la Chine est beaucoup plus puissante que n'importe quel autre pays de la région. Et c'est pour ça que justement ces pays ont besoin des États-Unis en sous-main pour préserver d'une certaine manière un pouvoir de négociation. Et par là aussi, les Philippines cherchent à minimiser certains accidents. Par exemple, le 8 décembre, il y a eu un navire philippin qui a voulu s'approcher d'un récif philippin et qui a été empêché de le faire par un navire chinois. Et ça n'a pas été communiqué par la présidence pour éviter de se mettre à dos la Chine. Et c'est toutes ces questions qu'il va falloir régler. Et pour l'instant, le voyage du président Marcos n'a pas vraiment eu cet effet. Il faudra voir avec ces débats de haut niveau sur la question maritime. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.